Social selling. Donc, il y a plein de petits éléments comme ça qu'on peut analyser en cours d'année puis qui commencent à se travailler dès le mois de janvier qui vont vous permettre de gagner un Black Friday. Bonjour à tous et bienvenue sur Social Selling, le podcast 100% Facebook Ads présenté par l'agence J7 Media et moi-même, Antoine Dalmas. Nous tournons cet épisode le 9 décembre 2022 et voici une bonne semaine que le Black Friday est derrière nous. Et comme à chaque année, on fait un épisode recap sur ce qu'on a appris, ce qu'on a découvert et les leçons qu'on tire de cette édition 2022. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir quelqu'un qui est régulièrement sur le podcast et qui est tellement à l'aise maintenant avec le micro qu'elle répond les deux pieds sur la table. Stéphanie Tifo est avec nous. Comment ça va, Stéphanie? Salut Antoine, ça va super bien, merci. Bon, je précise, tu n'as évidemment pas les deux pieds sur la table. Tu es quelqu'un de professionnel et c'est pour ça qu'on t'apprécie, évidemment. Écoute, ça fait donc une semaine que le Black Friday, le Cyber Monday est derrière nous et j'aimerais qu'on en parle. Comment ça s'est passé chez J7 cette année? Bien, ça s'est super bien déroulé. Personnellement, c'est le meilleur depuis 4 ans dans ma perspective. Ça a été très, très smooth, si on peut dire, parce que ça a été planifié tellement à l'avance. On savait exactement quelle carte jouer, à quel moment. C'était vraiment là, comme dans ces moments-là où tu as juste à attendre et voir les résultats arriver parce que tu es comme tellement bien préparé. On avait pas mal tout anticipé. Puis, on a fini avec des résultats dont on est très, très, très satisfait avec 90% des comptes qui ont égalé ou même surpassé leur objectif. Donc, on est content des résultats. Alors, on aura le temps d'en parler, mais en plus, c'était, on va pas se le cacher, c'était une édition où on avait des doutes, honnêtement, parce que comme on avait pu en parler sur les épisodes précédents, mais il y avait des experts externes à l'industrie qui pointaient du doigt comme quoi on allait subir un e-commerce winter. On avait Meta qui nous envoyait des conseils de logistique. Alors, si Meta vous envoie des conseils de logistique, c'est que vous avez des questions à vous poser. On avait Amazon aussi qui avait prévenu un peu son entourage financier et même ses partenaires financiers en expliquant que peut-être que ça allait pas bien fonctionner. Donc là, globalement, mis à part ces alertes, ça a super bien fonctionné au final. C'est ce que tu nous dis. Oui, ça a super bien fonctionné. Puis je pense que on avait tellement lu sur le sujet qu'on était quand même inquiet un petit peu. Puis ça a surpassé nos résultats. Donc dans ce sens-là, ça a vraiment bien été. J'ai hâte de voir les chiffres au niveau de l'industrie. Est-ce que ce Black Friday-là va avoir surpassé celui de 2020 ou 2021? Je ne pense pas, mais ça, c'est vraiment mon hypothèse personnelle. Mais quand les chiffres vont sortir, là, on va avoir un meilleur portrait. On avait, alors j'avais préparé une chronique pour Commerce Elite, donc qui est notre autre podcast 100% e-commerce. En l'occurrence, j'avais regardé un peu ces chiffres. C'était, en tout cas aux États-Unis, c'était supérieur à l'année précédente. Le seul point, c'est que le taux d'évolution était beaucoup plus faible que les dernières années. Donc oui, c'était en croissance, mais c'était une croissance qui était beaucoup plus faible que les précédentes années. Et pour revenir à la publicité Facebook, quelles sont les offres qui ont le plus fonctionné et inversement, lesquelles ont été les moins performantes? Bien, oui, c'est une bonne question. On sait que l'offre au Black Friday, c'est tellement important. Du côté des bons coups, on a vu beaucoup d'offres avec sur l'ensemble de la boutique en ligne, avec l'appellation qu'on voit souvent, là, le jusqu'à 50, 60, 70% de rabais. C'est vraiment un classique qui va revenir assez souvent, qui va se montrer très performant si le pourcentage qu'on donne, donc le pourcentage de rabais, est assez contrasté avec ce qu'on voit à l'habitude. D'un autre côté, c'est une offre qui devient très, très, très utilisée. Donc, on va peut-être moins sortir du lot. Là. On va voir beaucoup, beaucoup de publicité sur la plateforme avec ce genre de hook-là. Mais en général, ça a très, très bien fonctionné. On a aussi eu beaucoup de succès avec les offres qui se sont démarquées en augmentant la valeur perçue d'un produit, en y ajoutant, par exemple, des cadeaux ou des bonus supplémentaires. On a eu des super belles performances de ce côté-là. Peut-être maintenant du côté des moins bons coups. Donc, les comptes qui ont opté pour des hooks du style « on va payer les taxes » ou « on paye les taxes », ça a eu peut-être moins d'effet que d'offrir, par exemple, un 15 ou un 20% de rabais sur tout. Donc, on voulait peut-être aller se démarquer là, mais ça n'a peut-être pas donné les effets escomptés. Et finalement, les comptes qui ont trop segmenté leurs offres dans une courte période de temps ou qui ont trop délayé une offre à gros impact. Là, par exemple, si on a décidé de sortir une grosse offre uniquement pendant le Cyber Week,
Mais ça a affecté quand même significativement là, les performances. Ça aurait pu être meilleur en faisant pas autant de segmentation dans les offres. C'est intéressant. Il y a 2 choses que tu as dit qui m'intéressent particulièrement. La première, une offre qu'on avait vraiment testée en vue du Black Friday pour des e-commerce qui ne peuvent pas faire des offres à rabais agressifs parce qu'ils ont une marge qui est ce qu'elle est, ou en tout cas, ils peuvent pas tellement jouer avec le prix. C'est d'offrir des cadeaux. Sous condition, on a vu de très bons résultats. Et donc là, c'est un peu la consacration pour cette offre. C'est-à-dire que ça a super bien fonctionné. Donc, soit jouer sur le prix, soit jouer sur la valeur perçue. C'est la première leçon, si je peux la tirer. Deuxième, c'est intéressant, mais tu me dis que on paye les taxes fonctionne moins bien que, par exemple, un rabais de 20%. Tu me diras, mais les taxes au Canada, au Québec aussi en l'occurrence, est-ce que ça se rapproche de 15-20%? Est-ce que, en fait, si tu avais proposé un rabais de 15 ou 20%, ça aurait été à peu près la même chose que pour les taxes, en fait, en termes de Oui, valeur? exactement. C'est environ 15% ici au Québec spécifiquement. Mais je crois qu'on paye les taxes. Ça a peut-être pas nécessairement été assez fort pour une offre de calibre Black Friday, mais ça n'empêche pas que ça pourrait très, très bien fonctionner peut-être pour des initiatives de type flash sale dans l'année. D'accord, ok. Parce qu'on avait déjà fait des tests sur ce sujet, c'est-à-dire soit on vous offre la livraison gratuite, soit on vous offre un certain rabais. Et au final, vu qu'on savait qu'il y avait un produit qui se vendait tout le temps en permanence, on avait calculé que la différence pour l'annonceur il n'y en avait pas en fait. Disons que la personne qui achetait économisait la même chose avec l'offre 1 ou l'offre 2, c'était juste une perception. Exact. Donc là, en l'occurrence, pour un Black Friday, tu l'estimes, on paye les taxes, c'est pas une bonne offre à retester à la limite courant de l'année prochaine pour voir si justement, en dehors de la pression Black Friday, où on attend des trucs très agressifs ou très simples, ça pourrait fonctionner. Ok. Est-ce que la liste VIP a fait des miracles? Car on se posait la question de si on devait la garder depuis que certains annonceurs avaient du mal à vendre directement avec. Qu'en est-il après le Black Friday 2022? Bon, Antoine, faire des miracles, c'est définitivement un peu fort là, pour qualifier la liste VIP, mais certainement, c'est un outil de réchauffement qui peut être intéressant. OK? Mais miser tous ces efforts Black Friday sur une liste VIP, je crois que c'est personnellement une erreur. OK? Donc, on a observé que la plupart des listes VIP se remplissent avec un très fort volume d'acheteurs précédents. OK? Donc, après analyse, là, entre 40 et 55% des gens qui s'inscrivent sont des acheteurs qui ont déjà acheté précédemment sur la boutique. Ça laisse bien peu de place à l'acquisition pure. Puis l'acquisition pure est destinée à générer un lift, un lift significatif dans les résultats du Black Friday. Là, après ça, il y a plein de manières de configurer ces campagnes pour se poser la question, est-ce que mon objectif, c'est de faire du réchauffement sur des gens qui me connaissent déjà ou est-ce que c'est justement d'aller chercher de l'acquisition? Puis ça, je pense qu'à l'avenir, c'est des questions qu'il faut absolument se poser quand on fait des listes VIP. Et il faut segmenter aussi les listes de ces différents types de segments-là. Donc, est-ce qu'on veut susciter de l'engagement? Est-ce qu'on veut susciter de l'exposition? Est-ce qu'on va aller chercher de nouveaux clients? Il faut se poser ces questions-là. En général, les listes VIP, sur les nouveaux leads, d'après ce qu'on a calculé, en moyenne, on convertit à moins de 5%. Wow. Sur les ça, c'est calculé sur des acheteurs potentiels qui ont entré dans la liste dans les 30 derniers jours. OK? Donc, moins de 5% de conversion. C'est certain que c'est quand même difficile de convertir quelqu'un qui est assez glacial puis de le convertir comme immédiatement à notre marque. Je pense que la liste VIP, le lead gen, c'est quelque chose qui doit se travailler à l'année. C'est quelque chose qui doit se développer. Il faut développer une relation. Il faut donner du contenu de qualité. Il faut présenter notre brand. Il faut présenter aussi notre produit. Donc, définitivement, la liste VIP en 2022 va devoir être réinventée. Puis je pense que c'est là-dessus qu'on va travailler, nous, cette année. D'accord, incroyable. Donc, le fait est que quand tu penses faire de l'acquisition avec ta liste VIP, tu te rends compte que malgré les exclusions qui sont sur la campagne, tu te rends compte que finalement, c'est déjà des gens qui tournent autour de toi, qui ont probablement déjà acheté et qui s'inscrivent. Et qu'au final, tous les nouveaux, si peu qu'il y en ait, ne convertissent qu'à 5% en moyenne pour les leads qui ont été acquis dans les 30 derniers jours. Donc, effectivement, l'idée, c'est peut-être de ne pas lancer une liste VIP en octobre, en novembre, mais de janvier à juin quasiment. Ça serait ça? Exact. Je pense que, on le sait, là, on va le voir de plus en plus, l'acquisition, c'est quelque chose qui se travaille à l'année. C'est quelque chose qui doit se travailler dès janvier. Et oui, ça va définitivement être plus payant de travailler sur l'acquisition en début d'année, tout au long de l'année.
Et après ça, quand on va arriver plus proche du Black Friday, ben là, on pourra faire différents types de listes VIP justement pour annoncer qu'on va avoir des grosses ventes, OK, préparer les gens. OK, s'ils veulent acheter chez nous, ben ils vont attendre parce que, hey, OK, on va avoir une bonne offre. Donc, ça va être de repenser toute la stratégie liée à la liste VIP dans l'espoir de pouvoir amener là, des meilleurs taux de conversion également. OK. Est-ce que tu as des gros succès pour ce Black Friday que tu aimerais nous partager, des comptes où la stratégie s'est passée à merveille et dont tu aimerais nous partager un peu justement cette stratégie et les résultats qui en découlent? Oui, on a eu des super beaux succès. J'en ai un en particulier en tête qui est un compte qui génère habituellement là, dans les 30 000 dans l'année, qui fait 25K, 30K. Et on a réussi à les générer jusqu'à 150 000 en revenus pendant le Black Friday. C'est un compte qui a choisi de faire ce qu'on appelle un Black November. Donc, l'offre s'est étirée sur une quand même longue période de temps. Et c'est un des comptes sur lesquels on a utilisé la valeur, on a augmenté la valeur perçue de l'offre de façon significative avec de nombreux bonus et des cadeaux gratuits. Il faut dire que les bonus qu'on a ajoutés n'ont pas coûté plus cher aux clients. Il y avait beaucoup de choses qui étaient en infoproduits, qui étaient des guides, des ateliers ou des formations. Donc, ça nous a vraiment aidé à augmenter la valeur perçue, plus que ce qu'on n'avait jamais fait avant. Et on a réussi à générer de très, très beaux résultats. Donc ça, c'est sûr que c'est un beau succès. Du coup, petite parenthèse, du coup, je comprends que c'était un infopreneur, un coach. Non, c'était un e-commerce. Ah ouais? OK. Ouais, un e-commerce qui vend un monoproduit, en fait. Donc, monoproduit, tout le temps le même produit à l'année. Sauf que là, ce qu'on est allé faire, c'est qu'on est allé ajouter un cadeau gratuit et on avait aussi mis comme dans notre hook qu'on allait offrir jusqu'à 175 en bonus. OK? Donc, ces bonus-là étaient tirés de l'infoproduit, même pour un e-commerce qui était spécialisé sur la gestion du stress et de l'anxiété. Donc, très facile d'amalgamer à ça des formations ou des outils pour aider les gens à gérer leur stress. Donc, super beau succès ici. On a vu aussi des comptes faire près de 100 000 en une seule journée lors des lancements du Black Friday. Donc, on comprend que ça, c'est des comptes qui ont travaillé excessivement fort en termes de trafic, en termes d'acquisition à l'année là, pour être capable d'aller générer des résultats comme ça. Et de façon plus générale, on a vu aussi des comptes augmenter de 50, voire même 80% leurs ventes en comparaison avec l'année dernière. Donc, pour avoir des résultats comme ça, là, qu'est-ce qui a été fait sur ces comptes-là? Ben, c'est évidemment un réchauffement qui a été fait parfaitement. Un volume d'acquisition significatif qui a été généré dans les derniers mois, voire dans la dernière année. On a analysé des métriques, là, des return customer rate qui étaient super élevés, des lifetime value, des average order value qui avaient significativement augmenté aussi durant l'année. Donc, oui, on a eu des beaux succès. À tous les auditeurs du podcast Social Selling, j'ai une question pour vous. Aujourd'hui, est-ce que vos campagnes Facebook Ads fonctionnent à la hauteur de vos attentes? Est-ce que malgré les tests que vous faites, vous blâmez encore iOS 14 pour vos résultats à la baisse? Dans la dernière année, chez J7 Media, on a redoublé d'efforts dans nos tests et on sent une nette amélioration avec les campagnes de l'ensemble de nos clients. En plus de campagnes Facebook Ads, on a également amené à notre agence des services en publicité Google afin d'intégrer une approche multicanale à notre stratégie. Un département email marketing possédant la certification Platinum offerte aux agences premium chez Klaviyo. Un studio vidéo orienté sur la création de contenu natif et plusieurs autres services vous permettant d'accélérer votre croissance. Donc, si vous désirez un nouveau partenaire pour terminer l'année en force, on vous invite à vous rendre au www.j7media.com/social selling. Donc, je le répète, J, le chiffre 7, média au singulier.com, SOCIALSELLING, ou encore écrivez-moi directement en privé sur LinkedIn. Et je me ferai le plaisir de personnellement discuter avec vous afin de savoir comment on peut vous bâtir sur mesure une analyse de vos efforts actuels. De retour à l'épisode en cours. Je tiens pas à m'étirer sur ces métriques parce qu'on va en reparler dans une prochaine question qui, à mon avis, va être super intéressante pour les gens qui nous écoutent. Mais toi, tu as du coup plusieurs Black Friday derrière la cravate maintenant. Est-ce que tu as noté une différence essentielle avec les précédentes éditions, notamment celle de 2021? Oui, définitivement, le timing. OK? Donc, cette année, ceux qui ont pris le risque de faire des Black November sont sortis gagnants.
Ils ont peut-être pas eu nécessairement le pic de vente là, incroyable qu'on a la journée du Black Friday ou le Black Friday weekend, mais c'est des comptes qui avaient atteint leur objectif bien avant le 25 novembre cette année. Donc, c'est tiré sur la durée. Si on est capable de conserver une certaine dynamique, c'est définitivement payant. C'est certain qu'à chaque année, ça peut être quand même différent. On le dit un petit peu en début de rencontre avec le contexte socio-économique en place. 2020 avec la pandémie, là, puis la montée du numérique, ça a été incroyable le Black Friday. 2021 aussi, il y a eu une petite croissance en comparaison avec 2020. Puis en 2022, ben on le sait dans la situation où qu'on est en ce moment avec une inflation grandissante. On s'attendait à des baisses de performance, mais en comparaison avec les autres années, mais ça s'est vraiment passé beaucoup mieux que prévu. Là. D'accord. Donc, ça y est, on en parlait, je pense que ça faisait à peu près 2 ans qu'on en parlait, mais cette fois, ça a été testé une bonne fois pour toutes. Le Black November, c'est-à-dire on n'attend plus, on lance direct. Oui, encore, à chaque année, on tire des apprentissages, puis à chaque année, on pousse le Black Friday encore plus loin au niveau de nos stratégies, puis ça va encore être d'actualité l'année prochaine, puis l'année prochaine, on va essayer de faire plus de Black November avec les comptes, avec qui pour avoir un grand potentiel, parce que définitivement, là, c'est là qu'on a vu les plus fortes augmentations là, en comparaison avec l'an dernier en termes de volume de vente. Là. Et petite question opérationnelle, mais lorsque tu fais un Black November, il y a plus ces questions de faut absolument que tu fasses un réchauffement d'audience en début de mois et après tu passes que en retargeting. Je suppose que tu es tout le temps en acquisition, en retargeting et peut-être que tu coupes juste l'acquisition le moment le week-end du Black Friday, c'est ça? Comment ça se passe dans l'exécution? Voilà, vraiment exécution. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est une super belle question où ma vision face à ça est en train de pivoter tranquillement pas vite. Dans le passé, oui, on avait des comptes où le Black Friday, on l'utilise essentiellement en remarketing, mais je te dirais que cette année, sur 70% de nos comptes, même pendant le Black Friday, on avait des campagnes qui roulaient en acquisition. OK? Donc ça, c'est quand même intéressant. Puis ces campagnes en acquisition-là ont été capables d'aller générer des bonnes performances. C'était pas à la hauteur du remarketing. Les budgets n'étaient pas à la hauteur du remarketing, mais on comprend que quand on allonge notre période du Black Friday, nos audiences de remarketing, là, si on n'a pas fait un réchauffement d'audience assez long, ou si on n'a pas assez généré d'acquisition dans notre année, si on n'a pas assez générer de trafic pour pouvoir recibler tout ce monde-là, mais on va constater que nos audiences vont très, très, très rapidement s'essouffler. OK? Donc, très, très rapidement, on va voir des hausses de CAC, on va voir des hausses de la fréquence. Donc là, comment est-ce qu'on pallie à ça si on veut continuer notre Black Friday? Bien, pas le choix, on lance de l'acquisition. Et ça a quand même bien été et sauvé même quelques Black Friday. Ah ouais, à ce point, ok. Mm-hmm. Donc, l'acquisition, si vous partez en Black November, ça va être vital et il s'agira de ne pas le couper en plein milieu. On arrive à la question qui m'intéresse le plus, mais tu as rendu un document interne suite à une énorme analyse, un document qu'on présentera d'une certaine manière aux membres de l'Académie où ça sera beaucoup plus fourni. Encore une fois, si l'Académie vous intéresse, notre service pour média buyer très avancé, le lien est en description pour venir en parler avec nous. C'est quoi le dénominateur commun chez les annonceurs qui ont réussi leur Black Friday? Je sais qu'il y a 4-5 éléments, quelque chose comme ça. Il y a des choses qui ne changent pas puis qui vont probablement demeurer le dénominateur commun d'un Black Friday Cyber Monday réussi et ça va être l'offre. OK? Le premier élément, c'est la qualité de l'offre. Ça, c'est certain. Il y a 10% des annonceurs qui ont moins bien performé là, à l'interne en termes de résultats. Puis, tous ces annonceurs-là ont un enjeu lié à l'offre. OK? Donc, 100%. L'offre, c'est important. Puis, après ça, oui, il y a d'autres éléments. Là, on les a mentionnés un petit peu, mais l'acquisition. OK? Si on n'est pas capable de générer suffisamment d'acquisition, si notre acquisition n'a pas suffisamment augmenté, donc notre taux de first-time buyers n'est pas capable d'augmenter suffisamment, on va avoir un enjeu au niveau de notre Black Friday. On a aussi le taux de conversion de notre site. OK? Si notre taux de conversion de notre site n'est pas... on a vu que les meilleurs sites convertissaient au-dessus de 2%. OK? Donc ça, c'est super intéressant. Après, l'average order value sur les meilleurs comptes.
est au-dessus de 100 OK, avec les études qu'on a faites. Donc, plus votre average order value va être haut, plus vous allez être capable d'aller augmenter votre volume de vente, OK, donc votre chiffre d'affaires global, et vous allez pouvoir faire aussi une différence. Donc, contraster beaucoup avec les années précédentes. Ensuite, si vous regardez votre trafic sur une année, OK, sur votre Shopify, par exemple, si vous voyez que ce trafic-là a augmenté d'au moins 20 %, mais là, vous assurez déjà là, de bien performer au Black Friday parce que le bassin de gens que vous avez à recibler est significatif. Donc, il y a plein de petits éléments comme ça qu'on peut analyser en cours d'année puis qui commencent à se travailler, OK, dès le mois de janvier, qui vont vous permettre de gagner un Black Friday. J'avais David de DHS sur Social Selling dont on a parlé justement, parce qu'il sortait aussi de son Black Friday, et il m'expliquait que tous les clients qui avaient fonctionné, c'était des clients qui faisaient de l'acquisition sérieusement depuis le début de l'année. C'est ce que tu nous dis aussi, en fait, c'est que tu te fais pas un Black Friday en te réveillant en octobre. C'est impossible. Disons qu'il s'agit d'une acquisition constante, il s'agit d'augmenter son budget, mais aussi, comme tu as dit, d'augmenter les métriques les métriques nécessaires, comme le taux de conversion, la valeur de ton panier moyen, etc. Tu m'expliquais que tout ça, à chaque fois que c'était ouvert, tu avais des succès au Black Friday. Donc, j'espère que du coup, pour les gens qui nous écoutent, vous comprendrez que le Black Friday, finalement, c'est plus un jeu de on commence en octobre avec une petite idée. Non, en fait, c'est dès janvier que ça se prépare. Exactement. Puis, ça va passer aussi par une certaine éducation là, pour ceux qui gèrent des comptes clients. Donc oui, quand vous allez lancer de l'acquisition sur vos campagnes, ça va vous coûter plus cher, ça va être moins le fun. Mais c'est ça aussi la clé d'une croissance, d'une belle croissance d'année en année. C'est d'aller générer aussi beaucoup d'acquisitions. Ouais, effectivement. Et du coup, on peut se tourner maintenant vers le mois de décembre, car on le sait, décembre amorce une stratégie qui est totalement différente du Black Friday. Alors, à la fin, parce que je sais que c'est plus quelque chose d'américain, mais il y a le Boxing Day. On parle d'une approche en 3 étapes. Est-ce que c'est encore d'actualité chez J7? Est-ce que tu peux un peu nous en parler? Bien oui, la façon dont on va approcher décembre habituellement, là, ça va être souvent avec les périodes que je vais vous donner à l'instant. Donc, la phase dernière chance avant de recevoir ses colis pour Noël. D'habitude, on entre dans cette phase-là directement après le Black Friday. Fait que ça nous permet, après le Black Friday, Cyber Monday, de créer une coupure. Et OK, là, on est complètement changé de thématique. Donc, on va être vraiment dans une approche de cadeaux, souvent avec des calendriers de l'Avent, souvent entre le 1er et le 15 décembre. Ensuite, on va rentrer vraiment aussi dans une thématique Noël où on va parler encore des cadeaux, mais on va aussi commencer notre réchauffement en vue du Boxing Day. OK? Et finalement, ça va se faire comme entre le 15 puis le 25 décembre. Et ensuite, dès le 25-26 décembre, on va enchaîner avec le Boxing Day, la Boxing Day Week qui va nous mener à janvier. Donc oui, c'est encore d'actualité. C'est certain là, qu'après le Black Friday, on voit une baisse notable des performances. C'est quand même assez significatif sur certains comptes. Donc, c'est vraiment important de se renouveler au niveau du message, au niveau des offres, au niveau des produits qu'on va mettre de l'avant. Si c'est exactement la même chose avec un rabais moins intéressant, bien là, c'est certain que votre décembre est décevant. Par contre, si on y va avec des éditions limitées, des bundles cadeaux exclusifs, une nouvelle sortie de produits spécifique justement pour Noël, et là, on se renouvelle de façon intéressante, puis on peut retourner là, surfer la vague. Et au niveau des offres, du coup, là, tu en as un petit peu parlé, mais est-ce que vous avez des grands écarts entre le Black Friday et le décembre? Parce qu'il y a aussi une réalité client, mais souvent, parce que du coup, ça va être le 4e qu'on fait, voire le 5e. Souvent, ce qu'on fait, c'est ce que l'annonceur regarde un peu ses stocks et dit, OK, du coup, décembre, pour moi, ça va être, finalement, on va essayer de mettre ça en place parce que j'ai plus de tel produit ou tel produit. J'arriverai pas à me faire restock avant la date butoir, entre guillemets. Donc, est-ce que tu peux nous en parler un peu de la différence? Oui. En termes d'agressivité, c'est certain que les offres de décembre, souvent, ils vont être un petit peu moins agressives. On va aussi avoir des pics de performance moins élevés un petit peu pendant le Boxing Day que le Black Friday. Ça, c'est normal. Certains annonceurs, là, comme dans l'industrie du vêtement, bien, eux vont décider de continuer de surfer sur leur vague du Black Friday avec leur même offre. OK, ils vont vraiment entrer comme en genre de prolongation. Puis eux, ils vont y aller encore plus agressifs au Boxing Day. Mais par contre, il va y avoir moins de choix, moins de grandeur, moins de couleurs. Là, c'est vraiment comme un effet liquidation. Puis sinon, il y a plusieurs e-commerce aussi qui vont décider de reprendre presque exactement la même offre du Black Friday au Boxing Day. Ça, on va voir ça quand même assez souvent. Donc, une offre, ça reste une offre. Hein. Après, on peut ajouter la thématique, on peut ajuster aussi les paramètres autour pour la rendre alléchante
et la distinguer pour la période de l'année dans laquelle on est. D'accord. Donc l'idée, c'est quand même de rester assez agressif et puis de faire avec ce que tu as en fait dans tes stocks. Donc comme tu l'as dit, plus en mode liquidation. Écoute Stéphanie, énormément de valeur que tu viens de nous apporter sur le podcast, c'est top. Merci beaucoup pour ton analyse. Est-ce que tu veux conclure sur une dernière leçon, sur un conseil, sur un encouragement pour les gens qui sont encore dans le media buying pour décembre et qui attendent le Boxing Day avec impatience? C'est certain que c'est pas une période facile, c'est une période où on travaille beaucoup, donc faut vraiment pas lâcher. Puis la leçon à retenir là, de ce Black Friday, Cyber Monday, c'est que on fait le Black Friday à l'année là, maintenant. Là. On recommence dès janvier, là, puis on crée des stratégies, on se crée des plans de match pour augmenter toutes les métriques qu'on a parlé. Puis on se prépare déjà en janvier pour notre Black Friday de la prochaine année. Vous ne pouvez plus dire que vous ne saviez pas. Je sais même pas si je l'ai bien conjugué cette phrase. Mais voilà, vous avez compris l'idée. Écoute Stéphanie, merci beaucoup d'être venue au podcast. Merci à tous ceux qui nous suivent, qui nous ont écoutés jusqu'au bout de cet épisode. Si ça vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous allez sur votre plateforme d'écoute, vous nous mettez 5 étoiles, vous nous mettez des commentaires et je serai ravi de les lire. Puis même de répondre peut-être aussi à certaines demandes, si jamais elles sont pertinentes pour les prochains épisodes. Encore une fois, merci Stéphanie et je vous dis à très vite pour le prochain Social Selling. Ciao. Social Selling. Social Selling.